J'ai un peu de foutre qu'il aille bien au mal, ce tâcheron. De toute façon, j'ai jamais pu l'encadrer. Merci de m'appeler tâcheron. Ça fait toujours plaisir à entendre, surtout de la part de PD. Vous savez ce que vous mangez, là? C'est du steak avec des boulettes entre les doigts de pied. Ça a un bon goût? C'est très agréable, monsieur, je vous remercie. Et la sauce, c'est de la morve séchée. Et toi, tu fais chier. Tu vas finir par les dégoûter. Mêle-toi de tes affaires, toi. Tu sais bien que Madame Philippe, la patronne, se coupe des morceaux de nichon pour en faire des ravioles. Oh, c'est dégueulasse, mais... Attends, c'est censé être l'homme le plus classe. Il va sans doute nous présenter ses excuses. Tu sais, tes excuses, tu peux te les coller au cul, tout comme ton beefsteak. Sauf que le beefsteak, ça sert à rien, le patron l'a déjà fait, il a craché dessus. Ah non, pas cracher, le patron, il crache pas dans les plats. Allons, vieux, même dans les grands restaurants, on crache dans les plats, alors dans ce taudis, je vois pas pourquoi il se ferait chier. Alors, je vous laisse manger, bon appétit. Ouais, bah, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de classe. Ah, encore une chose. Je vous conseille d'éviter la mousse au chocolat du patron. Now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 15, épisode 4. Cette semaine, émission ultra-violence, virus et smooth criminals. Toi qui voulais baiser la terre dans son ghetto, tu en reviens meurtri, vidé par sa violence, de crise en délirium, de fièvre en mélodrame. Franchissant la frontière aux fresques nécrophiles, tu cherches dans les cercles où se perdent les amants fous, maudits, couchés sur le grésil. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est la mieux que les autres. Et donc au programme ce soir, un programme 100% Hong Kong, puisque donc nous allons parler d'une salve de sortie des dernières semaines éditée par Spectrum Film. Tout d'abord le morceau de la pièce de résistance Ebolin Syndrome de Hermanio qui ressort en édition intégrale et en Blu-ray. Ensuite nous parlerons de Hero de Corey Yuen. Et en parlant de Ebolin Syndrome, nous évoquerons rapidement deux autres films. Un autre de la catégorie 3, Viva Erotica de Dereki et Lon Chi-Lung, ainsi qu'un coffret Hermanio avec deux films, un de 2006, On the Edge, et un autre de 1997, Walk In. Et pour parler de ce jeu au programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest qui est là sur le fil, mais qui est là quand même. À ma gauche, toujours à ma gauche, il y a carrément Floré. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Il y a aussi le docteur Erwan. Salut Bonsoir. Docteur. Ça va? Oui, ça va. Oui. Ça va, vous n'êtes pas trop fatigué? Je vous ai vu arriver en courant presque. Il faut... Le cinéma n'attend pas. Hein. Oui, exactement. Jusqu'au bout, il y a eu un genre... Un suspense. Un genre de suspense. Est-ce qu'on allait arriver? Voilà, exactement. Tout ça pour parler de Gibolin Syndrome. En plus. Exactement. Et donc à la mise en son de cette émission, il y a Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Donc voilà, ce sont les forces en présence qui, malgré toutes leurs péripéties... Heureusement qu'on faisait pas la régie. Hein. Oui, exactement. Oui. Merci de t'être libéré, Valentin. Parce que la seule personne qui devait ne pas être là ce soir, en fait, était là bien avant vous. Donc c'était Valentin, et ça aurait dû être un de mes deux camarades qui aurait dû suppléer à la technique. Donc visiblement, heureusement qu'il y a quand même encore des gens fiables dans ce monde et dans cette émission. Ça aurait été le dépôt de pain, je pense. Oui, sinon, mon Dieu. Donc voilà, ce sont les forces en présence. Avant de passer à la section critique de cette émission, nous allons faire quelques agendas. Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure. Donc les agendas local, ça commence dès ce soir au cinéma Arvor qui rend un hommage à Jean-Luc Godard qui est décédé il y a 3 semaines avec la diffusion à 20h15, donc directement après cette émission de Pierrot le Fou, séance qui sera présentée par notre camarade Simon Danielou, dit l'ancien, donc voilà, qui sur un sujet comme Godard devrait broder sans trop de difficultés. Mais vous-même, mon cher docteur, on vous retrouvera à l'Arvor dans quelques semaines, si je ne m'abuse. Oui, le 21 octobre. Le 21 octobre, on en reparlera aussi. Mais donc pour leur prochaine séance de Monumental, ce sera le Brésil de Terry Gilliam. Là aussi, j'imagine que tu n'auras pas trop de mal à présenter. Devrait aller. Ça devrait aller. Ouais.
Donc voilà, sinon demain au Tambour, donc séance spéciale avec un seul film à 18h, parce que le film est long, un film de 3 heures, c'est le film de Chris Marker, Le fond de l'air est rouge. Superbe. Donc voilà, si vous avez la chance... superbe. Un peu déprimant. Oui, mais voilà, si vous avez indispensable. La chance et le bonheur de pouvoir le voir ou le découvrir en salle, allez-y, mais venez tôt parce que apparemment cette année toutes les séances du Tambour sont blindées, ils ont même dû refuser du monde la semaine dernière. Eh bien. Il faut qu'ils arrêtent de faire des bonnes prog. Exactement. Voilà, c'est tout. Exactement, c'est tout. C'est un peu le succès. Ils n'ont qu'à fonctionner comme un cinéma normal. Voilà. Et ils auront moins de monde. Tout simplement. Sinon, donc dans les sorties nationales, il est sorti ce week-end sur Netflix. On en parlera probablement la semaine prochaine. C'est le film de Andrew Dominic avec Ana de Armas Blonde, donc sur Marilyn Monroe. Et sinon, dans les sorties salles cinéma demain, le nouveau film de Cédric Jiménez, le réalisateur de Bac Nord, donc Novembre, qui est donc sur la traque des terroristes et le soir des attentats du 13 novembre 2015 au Bataclan, entre autres. Avec plein de gens qui froncent les sourcils. Exactement, ça va être très sérieux shit. Et évidemment, ils en profitent durant la promo pour dire que ce sujet est inattaquable pour pas qu'on dise trop de critiques du film. Mais donc en fait, si tu n'aimes pas le film, c'est que tu es du côté des terroristes. Exactement, en fait. Tu rejoins. Easy en esprit. L'anti-France, quoi. Exactement, c'est ça. Mais donc, la semaine prochaine, nous parlerons normalement de Blonde, et donc, on l'évoquait dans les sorties la semaine dernière, le film de Romain Gavras, pardon, une tragédie de Romain Gavras, Athéna. Ouais. Parce que, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. si, vas-y, allez, moi j'ai hâte, parce que ça va faire du bien de dire du mal un petit peu. Je pense que je vais haïr ce film. Ah bah, moi j'ai ça vu. Sent la bande-annonce, mais il faut jamais se fier à une bande-annonce. Donc je plein de choses à dire, pas forcément mais la bande-annonce, ça sent le, comment dire, ça sent le clip de rap racoleur. Exactement, c'est un peu ça. Oui, effectivement, mais en tout cas, on aura plein de choses à dire, mais donc on en reparlera, je pense, la semaine prochaine. Sinon, dans un tout autre genre, sort demain le nouveau film de Dragon Ball, le Dragon Ball Super Héros. C'est pour toi, ça. Exactement. Le précédent, déjà, qu'on avait chroniqué, Dragon Ball Super Broly. Exactement. C'est à peu près le résumé du film. J'ai pris beaucoup de plaisir. Encore dans un autre genre, dis donc, c'est vraiment très bigarré comme sortie. Il y a le nouveau film des frères Dardenne, Tori et Lokita. Ça va être moins je pense. Je pense qu'il y a des chances. Sinon, il y a le nouveau film de Mia Hansen-Løve, Un beau matin, avec Léa Seydoux, version cheveux courts. Il y a le comédie qui s'appelle L'origine du mal avec Laure Calamy, je crois. Et sinon, j'ai presque hâte de le voir parce que son précédent film m'a fait énormément fait rire quand je l'avais vu en salle avec le grand timonier. Donc c'est le film de Jean-Paul Siverac, Une femme de notre temps, sur l'affiche avec Sophie Marceau. Elle a un arc. Ouais. Et son précédent film, Les Provinciales, je pense que... Ah, c'est lui? Oui. Ouh. J'avais rarement autant ri dans une salle de cinéma depuis au moins une bonne dizaine d'années. Mais alors, c'est un souvenir de projection tellement merveilleux. Précisons que le film n'est pas une comédie. Non, exactement, le film n'est pas une comédie. J'étais allé le voir avec notre bon camarade Erwan, enfin pas toi, l'autre, le grand timonier. Et il m'avait dit au début de la séance, bon, par contre, tu restes sérieux et tout, parce que moi, ça m'intéresse, donc genre pas de rire dans la grande salle du TNB. Moi, j'avais déjà envie de rire assez vite. Au bout de 5 minutes, j'entends Erwan à côté de moi qui se met à couiner, à faire un genre d'acouphène. Et à un moment donné, dans une scène de salle de classe, il s'est mis à exploser de rire. Et après, c'était parti pendant 2 heures sans débander. Je l'ai toujours pas vu, ce film. Mais il faudrait qu'on se fasse une séance ensemble. Ah oui, alors ça... une séance nanar. Un nanar cinéphile, voilà. Mais un vrai, pur, voilà. Genre, bon, les auditeurs, vous en avez rien à foutre, voilà, des histoires de soirée nanar, mais bon, voilà. Mais venez avec nous, on s'amuse bien. Ça, et puis avec le fils Bourdieu, tu vois, en doublé avec un film du fils Bourdieu, ça peut être pas mal, je pense. Ou Doute, chronique du sentiment politique. Ouais, voilà, exactement. Exactement. On en reparlera en antenne. Exactement. Donc voilà, ce sont un petit peu les sorties de la semaine. J'étais pas là la semaine dernière, du coup, la Palme d'Or, non. Ah oui, Sans filtre. Ouais, non, oui. Moi, ça m'attire pas des masses. Si t'as envie de le voir, tu peux me dire. J'irai peut-être le jeter un œil. Si jamais ça vaut le coup, voilà, peut-être. Tu me diras. Je dirai un petit mot peut-être éventuellement. Exactement. Donc Sans filtre qui est sorti la semaine dernière. Donc voilà, c'est le programme des choses dont on ne parlera pas la semaine prochaine probablement. Et donc voilà, moi vous êtes informés. Et donc on va passer à la section critique de cette émission. On va parler de films qui rendent malade. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Satan's Rat avec You Make Me Sick, groupe de punk anglais des années 80. Et donc de gens qui rendent malades. Il va absolument en être question dès à présent à l'occasion de la sortie cet été chez Spectrum Film dans une double édition Blu-ray en version cinéma et version non censurée, donc de
Ebola Syndrome de Hermano, film culte s'il en est. Oui, docteur ? Version censurée. Pourquoi il y a une version censurée, disons qu'il y a une version avec un peu plus de gore, avec quelques mutants trucs. En plus, c'est quelques trucs trashouilles. C'est pas celle qui était sortie en DVD. Il y a non. Ça, c'est la version censurée que moi j'ai vue du coup. D'accord. Bah, tu vas nous dire qu'est-ce qui change. Un peu plus de saloperie. Donc, comme je disais, édition qui est sortie au milieu de l'été chez Spectrum Film en Blu-ray. Donc, Ebola Syndrome. Film culte s'il en est, par son sujet, par son outrance, par son ultra-violence, parce qu'avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet du film, c'est un film qui, à Hong Kong, appartient à ce qu'on appelle les catégories 3, puisque donc avant les années 80, il y avait un système de censure qui tout simplement interdisait les films trop violents, trop politiques, avec trop de cul, tout ça. Mais à un moment donné... ils se sont rendus compte que la censure d'État en fait était quelque chose d'illégal sur les films. Donc ils ont dit bon alors avant de trop rétro-pédaler, on va mettre en place un système de classification qui en plus tombait bien avec, à la fin des années 70, début années 80, l'arrivée de la nouvelle vague à Hong Kong avec les films de Arc, de Anhui, tout ça et compagnie, dont on a beaucoup parlé dans cette émission. Et donc ils ont mis en place un système de classification. Le niveau 1, c'est le film tout public. Le niveau 2, en France, ça serait équivalent à du moins de 12. Et le catégorie 3, chez nous, ça serait équivalent à du moins de 16. Et aux USA, à du NC-17. Donc, c'est-à-dire strictement interdit aux mineurs, même accompagné d'un adulte. Après, il y a aussi une catégorie 4, mais qui est plus strictement pour les films à caractère pornographique. En même temps, quel adulte déviant emmènerait son fils voir Ebola Syndrome ? Et donc, dans le catégorie 3, il y a plusieurs choses qui rentrent, en tout cas, qui font rentrer les films dans cette catégorie. Il y a à la fois un propos politique extrêmement violent, que ce soit sur le colon anglais ou sur la Chine populaire contemporaine. Il y a la question, bien évidemment, de la violence graphique et la question du cul. Aucun film de catégorie 3 ne sont des films pornographiques, parce que là, effectivement, c'est une autre catégorie, mais c'est en tout cas des films avec un caractère de fesses assez développé. On voit du tété. On voit beaucoup de tété, on voit un peu de poil pubien, ou bien ce genre de choses, ou un érotisme très prononcé dans les rapports. Il y a notamment un film qui est ressorti chez Spectrum Film en même temps que Ebola Syndrome, donc Viva Erotica de Dereki et Lo Shilong, avec un tout jeune Leslie Chung et puis Shuki, qui avant de faire une carrière à l'international a fait beaucoup dans Sex and Zen aussi. Oui, exactement, dans Sex and Zen. Donc elle fait beaucoup de films de genre avec de la fesse un peu légère, on va dire, enfin parfois même moins légère. Sachant que Dereki, c'est pas un réalisateur d'exploit en fait, c'est aussi quelqu'un qui a fait du catégorie 2 et donc dans le catégorie 3 qui collait pas mal avec les soubresauts politique de l'époque, puisque donc bien évidemment on y revient toujours quand on parle de Hong Kong à cette époque. Il y a le spectre de la rétrocession en 1997, donc la crainte potentielle de revenir dans le giron de la Chine populaire, donc avec effectivement les soubresauts politiques que ça pourrait amener, y compris sur des questions de censure que l'on voit en ce moment en plus à l'œuvre à Hong Kong depuis plusieurs années. Et donc tout ça travaille beaucoup de films de catégorie 3, mais pas forcément la majorité, parce que quand même certains en ont profité pour aller joyeusement dans de l'exploitation pure et crasse, tout simplement, parce qu'il y a des films qui sont vraiment dégueulasses, avec une propension à montrer des personnages féminins se faisant violer de manière assez hardcore. Le fameux Raped by an Angel. Ouais, par exemple, et ça, il y en a quand même beaucoup sur toutes les questions à dire qui sont pour le moins problématiques sur la représentation de la femme et du sexe non consenti, pour le moins. Donc voilà, qui sont des choses qui sont beaucoup mis en branle. Et, c'est le cas de le dire. Effectivement. Et Hermano, quand il fait son Ebola Syndrome en 1996, c'est déjà, entre guillemets, un vieux routier du cinéma hongkongais, puisqu'il a commencé, il a été assistant de plusieurs réals, il a été chef opérateur sur les films de plusieurs grands noms, y compris encore maintenant, parce que même après qu'il a entamé sa carrière de metteur en scène, il a continué à être chef opérateur pour des films de Arc, comme sur Time and Tide et sur Seven Swords, par exemple. C'était un des chefs opérateurs des films, et il continue son petit bonhomme de chemin, et c'est quelqu'un qui a une carrière extrêmement bigarrée. À la fois, il aura fait des purs polars noirs comme celui qui est ressorti il y a quelques semaines, On the Edge, film de 2006. Il aura fait des comédies prout-prout. En ce moment, il fait plutôt des gros films d'action avec des trucs de pandémie et plein d'explosions partout, avec des héros hyper héroïques et tout ça. Mais il a commencé comme plutôt vraiment sa carrière dans des trucs d'exploitation. Son premier fait d'armes qu'il a fait connaître
States en 1993, c'est The Untold Story avec Anthony fucking Wong qu'on retrouve et on va en reparler dans Ebola Syndrome, et un film qui est un peu son acteur fétiche quand même. Qui est son acteur fétiche, qui continue encore à tourner avec lui de manière assez régulière. Et donc c'est un film qui on va dire, a défrayé la chronique parce que quand même dans le sous-genre des catégories 3 qui sont souvent pas piqués des hannetons, celui-là se différencie, on va dire, par presque un réalisme assez frappant, basé sur une histoire vraie d'un mec qui tuait les gens et pour les servir en burger à ses clients. Donc effectivement, voilà, et après il y avait tout un délire. Quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs dans Ebola Syndrome. Qu'on retrouve dans Ebola Syndrome, qui est parfois vu un peu comme un film jumeau de The Untold Story, mais où il pousserait les potards beaucoup plus loin, mais surtout avec un esprit relativement différent, parce que le film est tellement excessif, tellement abusé de partout qu'il en devient presque grotesque. Et c'est du grotesque, dans tous les aspects du terme, dans la mise en scène et dans le jeu des comédiens. Donc de quoi que ça parle? Ebola Syndrome. Ça parle d'un cuistot qui est joué par Anthony Wong, ce merveilleux acteur qu'on adore avec Erwan, qui est peut-être un des acteurs les plus fous de Hong Kong des 40 dernières années, qui donc se fait bolosser par ses patrons, notamment par la femme de son boss. À un moment donné, il en a marre, donc il tue 3 personnes. Enfin, il tue. Alors, précisons qu'avant ça, quand même, il va avec son patron chercher des porcs pas chers parce qu'il sait tout ça. Ça se passe en Afrique du Sud. Le film commence à Hong Kong, il tue des gens. Parce qu'il y a plusieurs triples meurtres, en fait. Il tue des gens avec des chaises, à coups de couteau, à coups de hache, et il laisse une petite enfant de 10 ans qui est totalement traumatisée, parce qu'elle a vu ses parents crever comme des merdes, et lui, il a fui en Afrique du Sud. Pendant ce temps-là, la petite gamine a grandi, c'est une dizaine d'années après, elle est devenue une hôtesse de l'air. Un jour, hop, elle passe en Afrique du Sud, où Anthony Wong rebosse, et là pareil, il va refaire n'importe quoi parce qu'il en a marre d'être brimé. Ils vont acheter des porcs pas chers dans un village de l'Afrique du Sud, il viole une femme, pas de bol, cette femme a Ebola, et là du coup qu'est-ce qui va se passer? Lui en fait il est porteur sain, et c'est là que ça va vraiment commencer à partir en sucette, parce que Anthony Wong, il en a vraiment rien à foutre de personne, tellement c'est un sale type. Il va refiler Ebola à tout le monde, il va refaire l'Afrique du Sud, il va repartir à Hong Kong, et ça va repartir en sbeul. Donc un film bourré de rebondissements et de choses très étonnantes, qui va dans tous les aspects les plus craspec possibles et imaginables, mais avec une certaine presque joie de faire, j'ai envie de dire, parce que le personnage... C'est une bonhomie. Voilà, c'est une bonhomie, parce que le personnage de Anthony Wong est tellement dégueulasse, tellement excessif, tellement repoussant, dégueulasse, que toutes les choses qu'il fait, tout d'un coup, tous les potards sont poussés à un niveau... exceptionnel, parce que j'ai envie de dire, docteur. Je sais que toi, c'est un film qui t'a... Alors oui, moi, c'est un film dont moi, je me souviens d'avoir lu une notule dans Première sur ce film-là, dans les années 90, ou vers 98, un truc comme ça, et je m'étais dit, putain, un jour, il faudra que je voie ce film-là. Mais alors, c'était l'époque où, évidemment, ça sortait pas au Cinoche, on était encore en VHS, tout ça. Donc, il y avait les VCD vaguement qui traînaient. Donc c'était. Et puis un jour, Seven Set a eu la bonne idée de HK Vidéo ou Seven Set, je sais plus lesquels. Seven Set, c'est au début des années 2000, quand ils sont mis à faire une vague de films HK. Et ils ont eu la bonne idée de le ressortir. Un jour, je l'ai trouvé dans une Fnac ou dans un. Là, j'ai fait non. Et là, j'ai pris, moi, je pense que c'est un des films les plus... C'est un peu comme dans Spinal Tap, quoi. C'est-à-dire que là, les potards sont à 11. Voilà, on est vraiment là-dessus. C'est-à-dire que c'est un film qui est tellement jusqu'au boutiste, pas tellement dans son exécution, puisque finalement, le film est craspec, mais... j'ai du mal à dire que le film est malsain. Il y a des trucs un peu dégueulasses. Il y a des trucs dégueux. Notamment une scène d'autopsie sur un mec où il découpe tout le visage pour faire découvrir le crâne. C'est vraiment dégueulasse. Un peu dégueu. La scène de viol d'une femme africaine agonisante. Où Anthony Wong a cette phrase quand même incroyable. Il fait merde, je l'ai tué en la baisant. Ouais, c'est ça. Bon, il y a plein de. Alors, moi, c'est vraiment pas un film que je. Les trigger warning. Voilà. Là, pour le coup, c'est un pur film à trigger warning, c'est-à-dire que moi, je conseille pas du tout ça si vous êtes très premier degré avec le cinoche, quoi. C'est-à-dire où le sujet, où le traitement du sujet, l'exécution du sujet sont et où vous êtes moralement sensible, on va dire, au fait qu'il faut pas qu'il y ait de double fond en fait dans un film. Là, c'est vraiment un film à double fond, parce que c'est-à-dire que pour moi, et en le revoyant, ça m'a semblé encore plus vrai. C'est que d'une part, effectivement, on est dans une comédie grotesque. Moi, je trouve que c'est un film qui est très drôle. Alors, ça peut paraître bizarre de rire de choses aussi horribles, mais c'est un film qui est très drôle parce que Anthony Wong cabotine comme
comme un malade, que tout le monde Il est possédé. tout le monde cabotine comme un malade dans le film de toute façon, et donc effectivement le grotesque c'est vraiment au sens littéral du terme, c'est-à-dire cette espèce de moment où on sait plus si c'est horrible ou drôle. Voilà. Alors moi j'ai choisi plutôt de pencher du côté drôle. Parce qu'il y a des gros jets de sang, Voilà. il crache sur les Ça gens pour leur filer Ebola. Bah, ça grouille de fluide en fait, de sperme, de sang, de sueur, voilà, il se bosse dans un restaurant, il se branle dans les travers, enfin dans les morceaux de porc, il fait des burgers avec de la chair humaine, il décapite son patron avec les portes battantes du resto, enfin je veux dire, il viole évidemment la pauvre qui est une garce en fait, mais qui mérite pas pour autant de se faire violer. Voilà, mais il viole la patronne, qu'il tue à coup de table de resto quand même, hein, un coup de tranchant de table de resto. Voilà, tout ça pour se retrouver à Hong Kong, à cracher sur les flics qui osent pas trop s'approcher de lui parce que il a Ebola, donc il refile Ebola à tous les passants. Et de manière gratuite. Hein. Voilà, et c'est en fait une espèce de version déviante de Virus. Voilà, de Petersen. C'est-à-dire que Virus sorti 1 ou 2 ans. Ouais, voilà, Alerte. Pardon. Virus c'est avec Jamie Lee Curtis. Ouais, c'est pas du tout la même chose. C'est avec un bateau. C'est un film de science-fiction. Ouais, c'est un bateau intelligence artificielle. Aucun lien. Mais ouais, fils unique. Mais ouais, aucun lien fils unique. Mais voilà, donc c'est une version. Voilà, c'est une espèce de version déviante. Un peu comme les Italiens faisaient, c'est-à-dire que voilà, où il y avait un gros succès aux États-Unis, et puis on faisait une espèce de version tarée du même propos en fait en Italie. Donc on est vraiment dans le même genre de logique, mais à revoir le film. Si on passe justement, voilà, faut pas être trop âme sensible hein, quand même. Hein, je préfère prévenir que voilà, ça reste une expérience quand même. Ebola Syndrome, c'est probablement un des films les plus jusqu'au boutiste dans ce qu'on peut montrer au cinéma sans se faire interdire un film. Hein. Oui. Mais il y a aussi, à mon avis, une vraie dimension satirique dans ce film-là. Et notamment, il y a un truc que moi j'avais un peu oublié dans le film, parce que je l'avais vu il y a un petit moment. Il y a un truc que j'avais un petit peu oublié, c'est tout ce qui a un rapport avec l'argent. Et le fait de se moquer de la cupidité, notamment de la cupidité et de l'obsession de l'argent des Chinois. Qui est quelque chose que Johnny To reprendra de manière beaucoup plus sérieuse hein, dans sa vie sans principe en 2012. Donc qui est un de ses derniers bons films à mon avis. Et il y a vraiment ça, c'est-à-dire que Anthony Wong est monstrueux. Mais tous les autres autour de lui sont monstrueux. Les personnages chinois, ils sont racistes, ils sont misogynes, ils sont virilistes, c'est vraiment des affreux jojo. Quoi. Il y a un double racisme. À la fois, il y a le racisme envers les Africains et le racisme envers les Chinois. Ouais. Et envers les Blancs. Et envers les Goïlos. Et donc, en fait, les personnages chinois sont pas du tout montrés comme des gentils. Innocentes. Voilà, des victimes innocentes. Ils sont montrés comme des voilà, on est vraiment pour moi, c'est plus un film sur les Chinois qu'un film sur les Sud-Africains, par exemple. Oui. Qui sont effectivement montrés de manière complètement caricaturale, voilà, mais qui sont plutôt des révélateurs, en fait, de la saloperie humaine, en fait, à l'œuvre chez les personnages chinois. Et de ce qui va se passer, genre 1 an après, avec la rétrocession de manière potentielle, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il y a toujours le spectre qui hante tout le cinéma de Hong Kong, sur tous les films contemporains, où à chaque fois on peut voir justement l'ombre du grand frère chinois qui va arriver sur Hong Kong et qui va potentiellement à l'époque foutre un sbeul monumental. Et d'ailleurs c'est ce que dit à un moment Anthony Wong dit tiens je me barrerais bien en Chine parce qu'il faut que je quitte Hong Kong, etc. Donc voilà, il y a aussi cette idée, je vais aller en Chine puis je vais aller foutre ma merde comme j'ai foutu ma merde en Afrique du Sud et comme j'ai foutu ma merde à HK, quoi. Donc c'est un film qui est assez particulier. Je pense que c'est vraiment pour public averti hein, quand même. Moi, je conseillerais pas ce film là à tout le monde. Je le conseillerais pas à ma maman par exemple, parce que je pense que qu'est-ce que tu me fais regarder. Mais si vous êtes amateur de déviance ritale, de déviance asiatique, et de voir des choses que moi personnellement j'ai jamais vraiment vu en fait au cinéma aussi loin que ça, sans tomber justement dans la putasserie, dans la complaisance, ou dans le Lars von Trier, dans le sadisme à la Lars von Trier, vous voyez, voilà, ce genre de choses là. Ça reste parce qu'en fait, par exemple dans la deuxième partie du film qui se passe à Hong Kong, enfin dans la dernière partie du film plutôt qui se passe à Hong Kong, il y a un trio de flics. C'est clairement des flics de comédie, quoi. C'est clairement des flics de comédie, et pour moi c'est une comédie satirique en fait, ce film-là. C'est pas un film d'horreur véritablement, même s'il y a des côtés crado. C'est pas non plus une totale exploite, dans le sens où effectivement ça racole. Mais finalement, sous ce racolage, il y a, je trouve, quelque chose. Et Pierre Magneux, c'est quand même un vrai metteur en scène, contrairement à beaucoup qu'on œuvrait
dans le catégorie 3 où c'est vraiment tombé dans des trucs crapuleux en termes de mise en scène et en termes de monstration. Tout le monde a l'air de beaucoup, moi j'ai l'impression que tout le monde a l'air de beaucoup s'amuser sur ce tournage. Les garçons, les filles. C'est sur le tournage de The Untold Story, je crois que par contre à un moment donné tu as une scène où Anthony Wong il traumatise et il séquestre une dizaine de petites filles. Apparemment certaines n'ont pas trop bien vécu quand même. Mais il fait un peu peur. Quand même, Anthony Wong, tu le vois avec un couteau devant toi et ses grosses lunettes qui veut te couper la gorge. Bon, effectivement, je pense que si t'es habitant, ça peut un peu te faire peur. Ouais. Moi, je me pose la question, que les petites gamines qu'il y a dans le film, comment est-ce que le réalisateur leur a parlé de la scène qu'elles étaient censées tourner, quoi. C'est un truc qui pourrait plus tout se faire maintenant, je pense. Déjà à l'époque, ça devait être limite. Ça devait être limite déjà à l'époque. Thibaut. Oui, là, moi, je remercierai jamais assez Spectrum de faire événement avec cette sortie en Blu-ray, parce que, pareil, c'est un film, moi, je l'avais jamais vu, c'est un film, j'en entends parler depuis des années. C'est vrai qu'il a une réputation assez incroyable, et quand tu vois ça... En effet, c'est peut-être le film... Enfin, c'est très dur de parler de Ebola Syndrome parce que c'est le film... Moi, il me semble que c'est le film peut-être le plus fou que j'ai jamais vu de ma vie. Mais fou, mais pas dérangeant. Comme dit, moi, je rejoins totalement ce que vous avez dit auparavant. C'est qu'on n'est pas dans une folie, par exemple, à la Schizophrénia ou à la Massacre à la tronçonneuse, des films vraiment où on est vraiment devant la folie humaine, mais... On se dit, oh là là, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Et en même temps, t'es dérangé. Ou un film de Deodato, par exemple. Et pourtant, il y a un côté un petit peu cinéma mondo qu'on peut retrouver chez... c'est du grand guignol, chez Deodato. C'est complètement ça. Mais il est fou, en effet, mais il n'est pas dérangeant. C'est ça l'énorme paradoxe de ce film-là. Et c'est peut-être sa plus grande qualité, c'est qu'en effet... on rigole de tout ça, et ça c'est horrible en fait. C'est que là où le film vraiment il pulvérise en fait tout notre système tous nos systèmes de spectateurs, c'est qu'on rigole de ce film qui est sans foi ni loi, mais littéralement. Et en effet, tout est dégueulasse, vous l'avez vu. Il n'y a absolument aucun curseur moral à ce moment-là. Vous l'avez bien dit, mais c'est quand même un film produit par ce gros margoulin de Wong Jin, qui est un des plus gros producteurs de Hong Kong. Je me demande s'il n'y a pas Sing Shooting aussi. Oui, je crois, ouais. Et ça reste quand même assez incroyable d'avoir réussi à faire un film sans curseur tout en étant équilibré. Alors là, on dépasse en effet le film d'exploitation pour arriver, il me semble, vers... Est-ce que Ebola Syndrome est un film d'auteur? Oui. Ah bah oui, clairement. Et ça, c'est hallucinant parce que tu pourrais dire mais c'est complètement taré, c'est complètement fou. Mais voilà, il y a une mise en scène qui est propre. Il y a une musique, moi, qui m'a fait un peu délirer. Moi, j'adore la musique. La musique est plutôt cool. Le thème principal avec les voix et tout, là, il est super cool. Il n'est pas assez utilisé d'ailleurs. Je trouve, non, donc elle est plutôt bien foutue. Ça joue bien, ça capotine comme pas possible, mais dans l'absolu, tout le monde est content d'être là. Donc du coup, ça joue bien. Les effets spéciaux sont mortels. Parce que certes, on est un petit peu sur du hors-champ et tout ça, mais quand même la scène d'autopsie, putain, c'est incroyable. C'est dégueulasse, mais qu'est-ce que c'est bien foutu. Donc voilà, on est sur un objet qui est bien foutu, qui est bien produit et qui pourtant ne ressemble à rien, qui est sans foi ni loi, qui est amoral, qui est dangereux, qui est dégueulasse, mais qui est drôle. En même temps. Alors là, moi, je trouve c'est un film limite. C'est exceptionnel. C'est un film limite pour moi. C'est exceptionnel. C'est très compliqué d'aller au-delà de ce qui est proposé dans ce film-là et d'arriver à trouver cet équilibre justement de grotesque. Ah oui, ouais. Je pense que c'est très compliqué. Ils en parlent pas mal dans les bonus parce que donc elle est quand même bien chargée. Il y a notamment un entretien qui date d'une vingtaine d'années avec Anthony Wong et puis Yo. Déjà les deux ensemble, ils sont super drôles. Anthony Wong, il dit rien, il passe son temps à se marrer de ce que son pote est en train de raconter parce qu'il raconte strictement n'importe quoi, mais ils ont l'air tellement contents d'être là, quoi. Et il y a plein de trucs de tournage qu'il raconte. C'est vraiment bourré de bonus qui sont passionnants avec les scénaristes, avec des petites analyses et tout. Le truc est vraiment génial, quoi. Donc, si vous pouvez aller le voir, le film passera à Rennes en salle le 12 novembre, proposé par 87 mm à l'Arvor le samedi soir, avant leur mini-convention du lendemain. Alors ça, c'est plaisir d'offrir. Et ça sera présenté, donc notamment il y aura aussi les mecs justement de Spectrum Film qui sont là, donc ce sera l'occasion d'aller taper la discute avec eux. Donc si vous avez la chance et le bonheur de le voir en salle, surtout courez-y. Par contre, mieux vaut quand même vraiment prévenir, c'est pas pour tout le monde. Oui, il faut avoir le cœur bien accroché. Voilà, il faut avoir une petite appétence quand même pour l'exploit. Et si je peux me permettre juste parce que justement, je voulais venir sur la fin du
catégorie 3, ce qui va nous amener au film dont tu vas nous parler. Donc justement, après la rétrocession de Hong Kong à la Chine en 97, la classification existe toujours, mais les films se sont de moins en moins faits. Des films aussi violents et aussi hardcore de manière générale, mais comme toute la production de Hong Kong de manière générale a quand même vachement ralenti depuis 25 ans, à la fois parce qu'entre guillemets c'était donc la fuite des cerveaux, tous les grands noms sont partis plus ou moins aux USA pour essayer de faire des films, la plupart sont revenus, ça a été assez compliqué, mais la production hongkongaise de manière générale a pris un gros coup dans la gueule depuis 25 ans, ils font encore des films, mais il n'y a plus de films qui sont strictement destinés au marché de Hong Kong, parce qu'il y a plus une ouverture justement à la Chine continentale. Donc un contrôle. Donc un contrôle, ce qui fait que ce genre de films ultra excessifs sont beaucoup plus difficiles à faire. Et même des mecs comme Yo, je crois qu'il a fait encore un catégorie 3, c'était en 2007-2008. Ouais, donc il y a un petit moment quand même. Avec Anthony Wong encore, mais la plupart se sont beaucoup ralentis, ils ont vraiment levé la pédale, parce qu'effectivement là il y a une vraie censure d'État qui existe, qui est celle de la Chine populaire. Mais donc il y a encore des avatars qui existent, en tout cas, de cette forme de film ultra excessif, si ce n'est plus à Hong Kong, ça s'est peut-être déplacé dans les pays voisins, justement, comme la Corée du Sud, comme le Japon. Et donc un film que Erwan t'a vu récemment. Ça, on peut dire que est-ce qu'on peut qualifier ce film-là comme le chef-d'œuvre de la catégorie 3? Pour moi, oui. Oui. Pour moi, oui. Moi, j'ai pas vu tout, évidemment, la catégorie 3, mais pour moi, c'est. Si on avait vu pas mal. S'il faut en voir un, à mon avis, c'est celui-là. C'est celui-là, ouais, pour voir le niveau. Parce qu'il synthétise le mieux, le degré de dinguerie, puis le degré de dinguerie possible. Parce que ce qui est intéressant aussi, moi, je trouve, avec la catégorie 3, c'est qu'il y a presque un truc comment dire, il y a presque un phénomène de purgation. Un truc sociologique. C'est-à-dire qu'il y a une censure et une autocensure, notamment concernant tout ce qui concerne pas la violence, mais plutôt le sexe, à Hong Kong, et qui est assez commun, qui est une espèce comment dire, d'autocensure, ou de censure et d'autocensure qui est assez commune aux différents pays asiatiques, qu'on retrouve au Japon aussi. Et du coup, c'est vrai que quand une société frustrée va produire va avoir des éruptions. Les éruptions, pour moi, elles passent dans le cinéma justement par ce qu'on peut trouver, les dingueries sanglantes qu'on peut trouver chez les Japonais, qui ont un espèce d'équivalent de la catégorie 3, The Machine Gun Girl et ce genre de films-là, les espèces de Sex and Fury, voilà, les DTV, quoi, les DTV japonais, où il y a eu des trucs bien barrés aussi, dans le genre. Les Sud-Coréens un autre genre, mais les Sud-Coréens qui eux aussi n'ont jamais peur, mais dans des films plus classes, généralement, mais qui n'ont jamais peur non plus d'aller assez loin finalement dans le craspec et dans le vilain, quoi. Et puis donc, alors de manière assez surprenante, Taïwan, qui est pourtant pas du tout un cinéma qui est connu pour son cinéma d'exploitation, qui est plutôt connu pour ses films d'auteur, mais qui a les mêmes problèmes relationnels avec la Chine. C'est un pays de culture chinoise, donc ils ont les mêmes trucs. Et c'est vrai qu'un film comme The Sadness là, qui était sorti et qui est pas réalisé par un Chinois, qui est réalisé par un Gallois. Voilà, aussi bizarre mais un peu comme The Raid, qui a été réalisé c'est-à-dire qu'il y a des Européens qui visiblement sont fans de ce genre de cinéma et qui regrettent énormément que ce cinéma n'existe plus, donc ils essayent de le réactiver. Et The Sadness, donc qui est une histoire de zombards qui avec une originalité que ce sont des zombies violeurs. Alors violeur tout, ils violent tout ce qui passe, je dirais tout ce qui a un trou là dans le film, ça y passe. Et surtout surtout des zombies qui parlent et qui ont qui font preuve d'une vulgarité langagière que moi ça faisait longtemps que j'avais pas vu des menaces sexuelles aussi violentes dans la bouche des acteurs. Et derrière ça, il y a évidemment cette idée que cette société de gens frustrés, si les pulsions sont lâchées à bloc, ça va donner quelque chose d'extrêmement violent et d'extrêmement dérangeant. Et The Sadness, qui est moins bon, quand même, qui est moins drôle déjà d'une part, qui est plus sérieux que Ebola Syndrome, qui est aussi plus, quelque part entre guillemets, plus propre, qui n'a pas ce grain un peu craspec, mais par contre, qui a quelques scènes où ça faisait longtemps que j'avais pas vu des scènes de cinéma où j'avais fait notamment une scène, donc une scène qui moi m'a quand même bien marqué, et pourtant qui est en hors champ. Mais tant mieux, parce que là, je me suis dit, là, c'est un petit poil too much. C'est une scène où un zombie viole une jeune fille en surpoids, il l'énuclée et il la viole par l'orbite. Voilà. Et c'est pas montré dans le film. Il y a d'autres trucs crado dans le film, mais c'est pas montré. Ça, c'est une des seules scènes qui est en hors champ dans le film. Et là, c'est juste le moment où je me suis dit, ouf, merci Réal. T'as pensé à mettre ça hors champ, parce que là j'aurais fait attends, pause. Pause. Et voilà. Et du coup, alors on pourrait regretter que ça aille pas, mais c'est vrai que là tu fais waouh, là j'ai fait waouh, ça fait longtemps que j'ai pas vu des trucs craspec comme ça au Cinoche.
Le film n'est pas génialissime, mais le film est généreux. Et je peux pas reprocher à ce réalisateur et aux acteurs qui se donnent à fond dans The Sadness. Je peux pas leur reprocher d'avoir ici. J'étais quand même content de réactivation parce que ça pourrait quasiment être une suite d'Ebola Syndrome. Il manquait plus que Anthony Wong. Voilà, parce que c'est vraiment il y a un virus et les gens se transforment en zombies assoiffés de sang et violeurs. Et c'est le chaos en un quart d'heure. Ça devient le chaos dans le film. Et voilà, je suis un peu partagé parce que je trouve que c'est peut-être un petit peu trop propre en termes d'image. Mais c'est un peu le mal du siècle. Voilà. Mais je peux pas reprocher par contre au réalisateur d'avoir voulu en mettre une bonne couche. Ouais. Et j'avoue que cette scène de viol par l'orbite, j'avoue que je me souviens de me dire j'ai jamais vu ça. Bravo, bon point, c'est original. Je suis pas prêt à voir ça tous les 5 minutes au Cinoche non plus. Voilà, parce que je suis quand même pas non plus complètement sadique. Mais je me suis dit ok, il y a de l'effort. Et donc c'est un bon point. Si vous aimez les trucs un peu déviants, The Sadness, c'est par rapport à la norme d'aujourd'hui, par rapport à Ebola Syndrome, effectivement, ça pourra paraître un peu light. Pas un petit joueur, mais un peu light. Mais par rapport, effectivement, au côté clean et safe aujourd'hui de quand même pas mal de films. Notamment les films d'horreur. Ça satisfera les amateurs de genre un peu déviant quand même. Donc voilà, Ebola Syndrome de Hermagno qui vient de ressortir en double Blu-ray chez Spectrum Film. En même temps donc 2 autres films de Hermagno plus classiques, un polar de flic infiltré, On the Edge de 2006 avec Nick Chung et Anthony Wong, donc bien sûr, qui est couplé avec un film de 1997, film étonnant, film fantastique et d'action assez étrange qui s'appelle Walk In. Et sur le catégorie 3, mais son version en cul, donc Viva... soft cul. Oui, soft cul, mais bon, avec des beaux acteurs, parce que c'est Leslie Cheung et puis Shuki, donc Viva Erotica. Et ça, c'est ça qui est intéressant aussi avec la catégorie 3, c'est qu'on pourrait penser que c'est un espèce de truc en marge avec des sous-acteurs, et en fait pas du tout. En fait, les acteurs qui jouent dans les catégories 3, c'est des stars de Hong Kong. Enfin, pas tous, mais beaucoup. Et on sent qu'ils ont... Anthony Wong, c'est particulièrement vrai chez Anthony Wong, on sent qu'ils ont envie d'aller faire les foufous avec leurs potes et de faire n'importe quoi. Ça, Anthony Wong qui continue à tourner plein de trucs et à faire de la cuisine. Oui, mais Anthony Wong, de toute façon, c'est un des mecs les plus cool de la Terre. Il a l'air adorable, premier garçon. Donc, sauf avec un hachoir et du sang plein la tronche et des petites filles. Donc tout ça vient de ressortir chez Spectrum Film. Oui, avec les cornes, c'est génial. Donc ça vient de ressortir chez Spectrum Film, et bien évidemment, on vous le recommande chaudement pour vos froides soirées d'hiver. Tout à fait. On va rester avec Spectrum Film, mais sur toute autre chose, on va parler de Héros. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Les Vents passent avec la chanson Héros. Et de héros, il va en être question dès à présent, à l'occasion de la sortie récente, toujours chez Spectrum Film, du film Héros. Ça tombe bien, de Corey Yuen, sorti en 1997. À ne pas confondre avec Héros de Zhang Yimou. Oui, exactement. Oui. Donc film très tardif de la Shaw Brothers qui a essayé de se relancer constamment pendant 20 ans depuis le début des années 80. Et là, en l'occurrence, c'est le premier film que la firme produit en Chine continentale, au lieu d'être à Hong Kong. Et c'est un remake d'un film de Chang Cheh, d'un classique de 1972, Le Justicier de Shanghai. Qui est un putain de film. Et qui met donc dans ce film de Corey Yuen, qui est plutôt connu comme étant un chorégraphe principalement, qui a fait quelques mises en scène, mais qui n'est pas forcément le plus doué de sa génération. C'est plus un artisan correct qui, en tout cas, sait filmer les combats, ce qui est quand même pas mal vu le genre de film qu'il pratique, et qui donc met en vedette Takeshi Kaneshiro et surtout Yuen Biao. Yuen Biao qui fait partie de la même génération que les Sammo, que les Jackie Chan. Ils étaient donc ensemble à l'école. Ce qu'on pouvait voir dans le film A Painted Faces de Sammo Hung, dont on avait parlé ici il y a quelques mois. Et donc, film historique, film d'action, film de mafia, film de bagarre beaucoup, film de romance et film d'ultra-violence, on peut le dire. Et c'est probablement le meilleur film de Corey Yuen, je pense en tout cas de ceux que j'ai vus. Film très efficace avec une ambiance mafieuse, un peu terreuse, assez étonnante, et avec un personnage principal qui est pris un peu entre deux feux, entre l'amour, entre la gloire, entre le succès potentiel qu'il a connu à ses débuts, les rapports avec son frère, et comment est-ce qu'il va essayer de monter dans la haute société mafieuse, évidemment en se mettant en bisbille avec un autre chef mafieux qui lui est plutôt aidé par la police et les pouvoirs en place dans la concession.
Très beau film. Thibaut. Héros. Très beau film, hyper ambitieux de par les mélanges qu'il brasse, comme tu le disais. En effet, un film de mafia, film de romance, film de pif-paf, film historique. Donc, c'est extrêmement bien tenu. Moi, ce qui m'a vraiment beaucoup plu, au-delà de la mise en scène un peu tarée, mais bon, on a l'habitude, si on regarde du cinéma Hong Kong, on a un peu l'habitude de des plans débulés, un montage extrêmement efficace, une chorégraphie des combats qui est absolument mortelle. Un film qui, sans trop spoiler, mais un film combat sur une charrette notamment, qui est vraiment cool. chouette. Ça, c'est vraiment cool. Et puis qui se permet aussi 2-3 digressions avec quelques fusillades qui sont pas un peu vers la fin là. Un Donc final c'est plutôt à la Sam Peckinpah. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, au-delà de l'aspect formel et de l'aspect genre, c'est vraiment le traitement des personnages, parce que je trouve que tous les personnages sont absolument dégueulasses dans ce film-là. Donc c'est on peut moralement dégueulasse. Moralement dégueulasse. Donc on est un peu dans la lignée de Ebola syndrome, mais que voilà, en fait, il n'y a personne pour attraper l'autre. Ils essayent un peu, il y a quand même une tentative de quête de rédemption. Elle peut arriver, elle va arriver, mais alors le parcours, c'est vraiment un parcours de combattant pour arriver à cette rédemption. Donc je trouve ça extrêmement intéressant. J'ai un bémol, mais bon là, ce sont des soucis d'exploitation. C'est que le film aurait, je pense, mérité, alors on ne dit pas ça souvent, hein, oui. Mais il aurait, je pense, mérité une belle demi-heure de plus. C'est vrai que le film est quand même hyper ramassé, hyper condensé. Du coup, ça va très très vite. Tout va très vite, peut-être trop vite. Mais voilà, c'est vraiment de la belle ouvrage de la part de Coréenne. Et puis les bastons. Et puis tous les personnages sont hyper bien iconisés. Rendu iconique, on va dire ça comme ça. Oui. Ouais. Iconisé, ça passe. Oui. Ouais. Iconifié, c'est iconifié. Donc bref, voilà, avec des plans d'eau, des ralentis, la baston avec la carriole, avec ses brouillards. La photographie est magnifique, les décors sont classe, les costumes sont classe. Bref, du vrai beau cinéma. Et puis putain, les bastons, voilà, qu'est-ce qu'elles envoient là. D'autant qu'en plus sur les bonus, elles sont absolument magnifiques. Il y a des séquences alternatives ou bien coupées qui sont issues du montage taïwanais, comme ça se faisait beaucoup, où souvent à Taïwan il y avait des films et des montages qui étaient différents de celles de Hong Kong. Sur la plupart des films d'action, notamment, il y en a, je sais que la version longue de À toute épreuve de John Woo est relativement plus longue et un peu plus violente aussi, donc, parce que là ça fait 1h28 hein. Donc ce sont des choses qui se pratiquaient mais assez fréquemment. Mais c'est vraiment de la belle ouvrage avec des persos qui sont très riches, très ambigus, très très bien écrits. Donc c'est un film que je connaissais pas du tout. J'ai été agréablement surpris. Docteur. Très belle ressortie de Spectrum encore une fois. Ouais, pareil aussi. Hein. Moi, j'avoue que c'est un film qui me disait rien du tout. Hein. Mais je suis pas très bon en coréen. Moi, j'ai dû en voir 2-3, mais c'est pas du tout. Moi, j'ai des petites réserves moi sur son style cinématographique notamment. Alors moi, mais moi, c'est vraiment ça engage que moi. Hein. C'est que il y a un peu ça dans Ebola aussi. C'est ce que j'appelle moi le ralenti baveux. Voilà, c'est qui est pas mon truc. Moi j'aime bien le ralenti avec l'image nette en fait. Moi j'aime bien les ralentis classe. Voilà, à la Scorsese, à la Wong Kar-wai, voilà, moi c'est ça, j'aime bien ce type de ralenti là, et le ralenti baveux comme ça avec des espèces d'effets de flou, c'est pas trop mon truc. Et Coriolis, ça a toujours été moi les souvenirs que j'ai, c'est qu'il a toujours fait un peu ça. Des effets de style un peu vulgaires. Ouais, pas vulgaire, mais bon, c'est pas mon truc, voilà, c'est pas plus que ça mon truc. Ceci dit, voilà, moi j'étais très content de revoir Yun Biao, qui est quand même hyper classe, et c'est vrai, et qu'on voit comme beaucoup moins que ses petits camarades de jeu de l'époque, à part justement dans les films de Jackie Chan où il est toujours formidable, mais qui a eu moins de succès. Mais je crois qu'il a été je me demande s'il a dû faire il a fait de la chorégraphie aussi. Je pense qu'il a été pas mal chorégraphe, donc il avait un petit peu de casquette, ce qui explique peut-être qu'il est moins joué en fait. En tout cas, il a jamais eu cette starification, peut-être parce qu'il a un physique qui est moins poupon, ou moins moins particulier que Jackie Chan, ou que Sammo Hung, moins accessible, on va dire. C'est-à-dire qu'il a il a un peu une tête de méchant en fait, et il est très bien là, avec son porte-cigarette. Il est parfait. C'est vrai qu'il a un physique qui est beaucoup plus dur que les autres vedettes de l'époque. Exactement, donc ça explique peut-être plus brutal, moins bonhomme, qu'il a plus joué les seconds rôles. Et en face de lui, Takashi Kaneshiro, qui est moi un acteur que j'ai toujours bien aimé, même si je l'ai toujours trouvé un peu falot par rapport à un Leslie Chung, voilà, ou d'autres acteurs. Mais là, je trouve qu'il est bien en petit jeune. La plupart étaient fans face
à Chung aussi. C'était Ouais. compliqué. Et là, par exemple, il y a des scènes, tu vois, la scène au bord de la piscine, par exemple, voilà, Très belle. toute la relation qu'il a avec cette espèce de femme fatale qui d'ailleurs est punie dans le film, mais d'une manière horrible, quoi, quelque part. La question de la violence faite aux femmes à Hong Kong, c'est toujours compliqué. Elle prend malheureusement plein sa gueule, la pauvre fille, et alors que je trouve que l'actrice est super là quand elle est avec sa grande robe noire et tout, elle est vraiment très femme fatale, très 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 bien. Hollywood classique. Ouais, Hollywood classique, ouais, complètement Hollywood classique. Tout le monde tous les costumes sont très bien coupés. Tout le monde est très beau. Tout le monde est très très beau là-dedans, jusqu'à ce que tout le monde devienne très mort. Voilà, parce que c'est un petit peu le but du machin. Et effectivement, même réserve que toi, Thibaut. Hein, c'est-à-dire, c'est un film qui, à mon avis, qui je pense était plus long au départ, qui aurait gagné fastoche 1 heure en plus. Mais voire 1 heure, hein, c'est clair. Parce qu'il y a beaucoup d'ellipses narratives. Et il y a un côté grande fresque, ce qui fait qu'on a un petit peu de mal à s'attacher au personnage, parce qu'on a du mal à, notamment le parcours de Kaneshiro, en fait, il est vachement rapide. Et puis il y a un fond historique quand même derrière qui a été vachement ramassé. Et puis la dichotomie entre le chef mafieux protégé par la police, l'autre protégé par la colonie anglaise. Voilà, ça aurait pu être un peu plus développé. Voilà, et là il y avait tout un truc à creuser qui passe un petit peu à la trappe. Mais bon, voilà. Mais après, ça se rattrape sur les scènes d'action. La scène finale est très très bien, très très Chang-Chi-esque. La scène finale, très Shaw Brothers, avec voilà des mecs qui se prennent des boulets de canon dans la tronche et qui restent debout. Des mecs qui sortent de cercueils avec 2 flingues dans la main pour les décaniller. Super. Ça c'est des. Ah moi j'étais bon, je suis désolé, on va spoiler un peu, hein, donc si vous n'avez pas envie, arrêtez d'écouter maintenant. Mais voilà, Yan Biao, on croit qu'il a été pendu, enfin qu'il a été exécuté, qu'il a été fusillé. Et puis il s'est pris quand même pas mal de balles. Voilà, et Kaneshiro aussi. Hein, je veux dire, tu crois à la mort des personnages, tu dis ouais, normalement il va se passer. Quand tu prends 72 bastos dans le corps, a priori, il y a quand même des chances que tu sois pas en grosse forme. Sauf qu'on est à Hong Kong, et qu'à Hong Kong, personne ne meurt jamais vraiment, en tout cas pas les héros. Et pas aussi simplement qu'avec une balle. Exactement. Et comme le méchant est très méchant, et qui mérite d'être puni, voilà, il y a une scène avec des échafaudages à la fin, là, qui est très bien aussi, voilà, où on retrouve cette espèce de virtuosité des années 90 qui, je trouve, passe très bien dans le film, et qui fait un film qui, somme toute, est qui est un peu court, je trouve, qui aurait mérité d'être un peu plus étoffé, mais qui reste très très sympa pour les amateurs de pif-paf et de films de mafieux, avec une très très belle scène de fusillade finale, moi, que j'ai trouvé vraiment très bien. Je pensais pas qu'il y avait autant de kung-fu. Je pensais que ça allait être plus flingue. Je pensais pas qu'il y aurait autant de kung-fu dedans, et j'étais content de voir qu'il y avait les deux. C'est très bien quand ça mêle les deux. Et quand il y a les deux, c'est très bien. Ouais, exactement. Et pour reparler de Pif Paf, qui était trop court, mais qui va avoir une version longue, donc Spectrum ressort en novembre la version longue de Seven Swords. Ils ont teasé aujourd'hui là. De Choi Ark. Donc ça, on a très hâte de traiter ça. On en parlera. J'adore Seven Swords. Moi aussi, j'adore et j'ai très hâte de voir. Vu au Cinoche, un des rares Choi Ark avec Time and Tide et puis les Détectives D qui soit sorti au cinéma. La bataille de la montagne du Tigre. La bataille de la montagne du Tigre, effectivement. C'est vrai qu'avant, la distribution des films hongkongais et des films de Choi en France, ça a toujours été compliqué. Quoi. Ouais, j'attends toujours une ressortie de The Blade en version restaurée. Ça. J'aimerais beaucoup, moi, personnellement. Ah, oui. J'espère voir ça avant ma mort, quand même. Et si je pouvais voir aussi l'Enfer des Armes. L'Enfer des Armes en restauré, ça me plairait. Quoique le côté craspec de l'Enfer des Armes participe. Et puis The Lovers, moi aussi, j'aimerais bien le revoir parce qu'il n'y a que un DVD de HK. C'est incroyable. On parle d'autres réalisateurs, on finit toujours par parler de Choi Ark. Voilà, c'est ça. En fait, on a fait le spécial Choi Ark il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a 3 ans, je crois. On a fait une double. Oh putain. On en reparlera du coup en novembre à l'occasion de la sortie de Seven Swords chez Spectrum Film, qui donc viennent de ressortir le film de Corey Yuen. Précisons qu'ils ne nous payent pas. Non. Voilà, on fait la promo, mais on a des services de presse déjà, mais nous ne touchons pas d'argent de la part de Spectrum Film. Mais quand le boulot est bien fait. Après, s'ils veulent de l'argent, oui, bien sûr. Voilà, je suis pas contre. Voilà. Mais on le fait gracieusement avec grand plaisir, effectivement, parce que c'est bien de voir qu'il y a des gens qui sont aussi amateurs que nous pouvons on les l'être. soumettra à la question de toute façon. De toute façon, exactement. Donc voilà, merci. On va passer au coup de cœur. Tout à coup, Jean-Michel Mimosé... C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette... C'est vraiment la plus grande merde des merdes.
Les coups de cœur alors, carrément fleuré, un film français. Oui, dis donc. Un film français récent. Oui, que vous aviez. Un film d'André Téchiné. Qui avait été chroniqué ici avec Carla, que vous aviez beaucoup aimé. Oui. Donc c'est Le Chant du Loup de je ne sais plus qui. Antonin Baudry. Antonin Baudry, donc ancien son premier diplomate film. du Quai d'Orsay, Voilà. qui avait écrit la BD Quai d'Orsay d'ailleurs. Donc voilà, que j'ai rattrapé hier soir, que j'ai maté en une fois. Wow, et le film fait 2 heures, attention. Attention. Voilà, film précieux parce que film de genre de sous-marin. Donc alors c'est déjà, rare. film de sous-marin, ce qui est quand même un des meilleurs sous-genres du film de guerre. C'est ultra rare au final. Film à la précision technique étonnante. Voilà, donc notamment dans la première heure. Ouais, où on en apprend beaucoup. Film aux enjeux géopolitiques consciencieux. Film dénué de sentimentalisme, donc on reste vraiment dans le genre, donc ça fait plaisir, ça joue comme des brutes, mise en scène parfaite et design sonore. Ah ouais, le design sonore, ça pète bien, putain, au cinéma. Super plan cool, final, magnifique. Donc voilà, vraie belle surprise d'un cinéma français qui ne fait pas que de la merde, il faut le souligner. Exactement, il y a plein de bonnes choses dans le cinéma français contemporain. Docteur. Alors moi, ça sera un petit documentaire sympatoche que j'ai vu qui s'appelle Herederos de la Bestia, qui est en fait un documentaire sur le tournage du Jour de la Bête de Iglesias. Ah oui, c'est vrai que j'ai vu le truc passer. Et qui est très sympa, que j'ai appris plein de choses dedans et que c'était un bordel pas possible sur le tournage. Ça a l'air sans se voir. Et ouais, et que voilà, et qui parfois est assez touchant, notamment quand il parle de l'acteur principal Alex Angulo qui venait juste de mourir. Et c'est tout, voilà, c'est très 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 touchant de voir les acteurs en parler. Et c'est pas que un film de c'était génial, c'était super. Voilà, c'est un film sur voilà comment est-ce qu'on fait un film quand on veut vraiment faire un film. Voilà. Et c'est voilà assez inspirant, je pense, pour les jeunes générations. Si vous avez vu Le Jour de la Bête, regardez ça parce que vous verrez plein de gens qui pensaient que le cinéma espagnol était mort et puis en fait non. Et voilà. Effectivement, c'était un peu une deuxième nouvelle vague du cinéma espagnol au début des années 90, après le mouvement de la Movida avec Almodovar notamment au début des années 80. Donc effectivement, on vous recommande chaudement le cinéma de Alex de la Iglesias. Toujours. Alors moi, ce sera 2 choses. La Vache et le Prisonnier de Henri Verneuil, que j'ai revu, que j'avais pas vu depuis 1000 ans. Film impeccable, incroyablement beau. En termes formels, c'est en version noir et blanc, pas en version colorisée. En version noir et blanc, bien évidemment. Donc voilà, gros plaisir à le revoir. Et dans un tout autre genre, mais il y a quand même des vaches. C'est un documentaire qui passait sur Arte il y a quelques semaines qui s'appelle Sacrifice paysan. Donc sur l'histoire vraie d'un paysan qui a été abattu par les gendarmes en 2017 de balles dans le dos. Donc évidemment, c'était de la légitime défense. Et donc sur la lutte des paysans contemporains contre le système administratif français absolument aberrant. Ok. Donc c'est voilà. encore sur Arte ? C'est encore sur Arte, ouais. Je mettrai lien sur la page du podcast. Donc voilà, merci messieurs, merci Valentin à la technique. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de Blondasse et de Racaille. D'ici là, portez-vous bien. Prochaine émission, prochaine édition. À ciao, bonsoir. Salut.